Aucun soignant ne pouvait tenir plus d'une semaine auprès du chef Apache paralysé, jusqu'à ce qu'une mère veuve arrive et change son destin. Les roues poussiéreuses du chariot grinçaient, tandis qu'elle grimpait vers le bastion Apache dans les montagnes de l'Arizona, transportant Jesse Dawson et son fils Henry, âgé de 6 ans, dans la soirée d'automne de 1880. La nouvelle de l'offre désespérée des Apaches s'était répandue à Ravens Crossing. De l'or et des chevaux pour quiconque accepterait de s'occuper de leur chef de guerre, Taishi, paralysé depuis des mois, et qui repoussait tous les soignants qui osaient s'approcher. Jesse agrippa les rênes alors que leur chariot approchait du village, la lumière du feu vacillant entre les constructions en adobe et les habitations traditionnelles. C'était le désespoir qui l'avait conduit ici, une pure nécessité enveloppée d'un mince espoir de généreuses récompenses. La tribu Apache, fière de ses guerriers qui n'avaient jamais demandé l'aide des Blancs, offrait désormais les richesses dont elle avait désespérément besoin. Henry se blottit contre elle, serrant son cheval de bois dans ses bras, tandis que des silhouettes Apaches émergeaient de l'ombre pour observer leur arrivée. Kimala se plaça sur leur chemin, fusil à la main, son visage balafré et durci par la lueur du feu. « Vous êtes une femme blanche, l'infirmière. » Son anglais était clair mais délibéré. Chaque mot était choisi avec soin. « Je m'appelle Jesse Dawson. Voici mon fils, Henry. Je comprends que votre chef a besoin de soins médicaux et que votre peuple offre une généreuse rémunération. » Les yeux de Kimala balayèrent le visage pâle d'Henry. « Vous amenez un enfant ici. Pourquoi? Où je vais, il va. Votre messager a dit qu'il y aurait un logement. Oui, un endroit où séjourner, mais pas d'accueil. » Kimmy Miller fit signe aux autres de décharger leurs affaires. « Restez près des feux de cuisine. Le garçon ne doit pas se promener seul. Nos coutumes sont différentes des vôtres. » Alors que les hommes Apaches déplaçaient leurs maigres possessions, Jesse remarqua des yeux qui les observaient depuis les portes et les coins. Les femmes jetaient des regards furtifs. Les enfants épiaient depuis les bâtiments, tous avec la même expression, un espoir sceptique. Ces gens avaient besoin qu'elle réussisse, mais ils s'attendaient à ce qu'elle échoue. « Où est Taishi? » demanda Jesse. Le visage de Kimla s'assombrit. « Il est dans sa demeure depuis 10 mois, il y reste. Il renvoie tous ceux qui s'approchent. » Une voix masculine retentit soudainement dans la nuit depuis le centre du village. Des mots durs en Apache, indéniablement furieux. Il dit « Renvoie-la. Elle ne veut pas qu'une femme blanche le voie. Mais il sait pourquoi je suis venu. Il le sait. Il se moque de ce dont nous avons besoin. » Kim Mella désigna une petite maison en adobe. « Dors ici cette nuit. Demain, nous verrons quelques-uns plus que les autres. » Jesse redressa les épaules, soutenant le regard provocateur de Kima. Elle n'était pas venue jusqu'ici pour se laisser intimider par une voix en colère dans l'obscurité. À l'aube, Kimela vint les chercher avec une expression sombre. « Venez maintenant, Taishi va vous recevoir. » Henry s'accrocha à la jupe de Jessie alors qu'elle se préparait à partir. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Reste près de la maison. Sois poli avec tout le monde. »« Oui, maman. » L'homme en colère va-t-il te crier dessus? Probablement, mais parfois les gens crient quand ils souffrent. Kima la guida à travers le village, passant devant des feux de cuisine et des activités matinales. Les Apaches se retournèrent pour les regarder passer, certains curieux, d'autres hostiles, tous attendant de voir à quelle vitesse cette femme blanche rejoindrait la liste des échecs. Ils s'approchèrent d'une grande demeure à l'écart des autres, la maison d'un chef de guerre qui servait désormais de prison. De l'intérieur provenaient des bruits de mouvement. Quelque chose était jeté contre un mur. Jesse remarqua que l'entrée avait été modifiée avec des rampes, clairement construites pour quelqu'un qui ne pouvait plus marcher, mais qui avait besoin de se déplacer. « Avant d'entrer, dit Kimela doucement, sa voix chargée d'une vieille douleur, comprenez bien ceci. Il va essayer de vous blesser avec des mots méchants pour vous faire fuir en pleurant. Ce n'est pas qui il était avant, mais qui il est maintenant. Je comprends. Et vous? » 3 infirmières s'enfuient en pleurant. 2 médecins refusent de revenir. Il ne veut pas guérir. Il veut mourir seul. Jesse prit une inspiration. Alors c'est bon. Je ne suis pas ici pour le guérir. Je suis ici pour faire le travail pour lequel votre peuple me paie. Kimela l'observa, son visage balafré affichant sa surprise face à sa franchise. Puis il fit un geste vers l'entrée. Allez-y, voyez ce que 10 mois de colère ont produit.
Jesse écarte la lourde couverture qui recouvre l'entrée et entre. L'habitation est spacieuse, mais semble encombrée d'armes, de trophées de chasse et d'objets cérémoniels qui témoignent d'une vie d'action désormais terminée. Sur un fauteuil roulant en bois, s'assoit un homme. Il est plus jeune que prévu, peut-être 32 ans, avec des épaules larges et des bras musclés qui témoignent d'un entraînement de guerrier. Ses cheveux noirs tombent sur ses épaules, encadrant un visage marqué par la douleur et l'amertume, mais indéniablement beau. Ses yeux brillaient d'intelligence et de fureur. Sous sa taille, ses jambes immobiles reposaient sous une couverture tissée. Sa voix était tranchante comme une lame, et son anglais avait la diction précise de quelqu'un qui l'avait appris dans une école militaire. Vous en avez vu assez. Prêt à retourner dans le trou d'où vous venez. Votre tribu m'a proposé de me payer pour vous soigner. J'ai accepté. J'ai l'intention de respecter cet accord. Tex plissa les yeux. Mon peuple offre de l'or parce qu'il est désespéré. Cela ne signifie pas que j'accepte leur charité. Ils ont offert de l'or parce qu'ils s'inquiètent pour vous. Les gens ne peinent pas pour des choses dont ils n'ont pas besoin. Ils gaspillent leur argent. Ce que vous voyez ici ne peut pas être guéri par la médecine blanche. Les médecins de l'armée me l'ont déjà dit. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous en savez plus qu'eux? Jesse s'approcha, étudiant sa posture, la façon dont il se tenait. Je ne pense pas en savoir plus qu'eux. Je pense qu'ils essayaient de vous faire remarcher. Ce n'est pas pour cela que je suis ici. Alors pourquoi êtes-vous ici? Pour m'assurer que vous ne mourrez pas par négligence pendant que vous décidez si la vie vaut la peine d'être vécue. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un défi. L'expression de Taishi passa de la surprise à la colère avant de redevenir dure. Vous parlez avec beaucoup d'audace pour quelqu'un qui ne sait rien de moi. Je sais que tu es ici depuis 10 mois et que tu refuses toute aide. Je sais que tes proches sont suffisamment désespérés pour engager un étranger blanc. Et je sais que tu marches ou non, ton corps a besoin de soins. Et qu'est-ce qui te fait penser que je veux rester en vie? Parce que si tu voulais mourir, tu aurais déjà trouvé le chemin des guerriers. Vous êtes toujours là à discuter avec moi. Une partie de vous n'est pas prête à abandonner. Pendant un instant, quelque chose brilla dans les yeux de Taishi, puis son expression redevint dure. Vous pensez que vos mots peuvent atteindre des endroits où les balles ont laissé leur marque. Je pense que la douleur pousse les gens à dire des choses qu'ils ne pensent pas, et je pense que vous me testez pour voir si je vais m'enfuir comme les autres. Un sourire dangereux se dessina sur son visage. Tu as du courage, un courage stupide. Il fit un geste moqueur vers son corps. Approche-toi, infirmière. Laisse-moi te montrer exactement ce que tu acceptes d'affronter. Mais des voix en colère éclatèrent à l'extérieur. Kimala se disputait avec quelqu'un en apache rapide. La confrontation fut brève mais animée. Qu'est-ce que c'était? Demanda Jesse. Mon cousin, il s'oppose à ce que tu me vois. Il pense que tu représentes un danger. Quel genre de danger? Le genre qui survient lorsque les soldats américains décident que nous sommes trop à l'aise avec les Blancs, quand ils nous déplacent dans des réserves pour mieux nous surveiller. Dehors, la voix d'une femme âgée fendit l'air, parlant un apache tranchant qui n'avait pas besoin d'être traduit. La matriarche n'était pas contente. Ta mère est d'accord avec Kima. Ma mère craint le changement plus que la mort, mais tu es ici maintenant. Ses yeux sombres l'observèrent. Je suis curieux de savoir ce que tu penses pouvoir faire. Des pas se rapprochèrent et Noni entra. Ses cheveux grisonnants étaient tressés avec des ornements en argent et elle se déplaçait avec l'autorité de quelqu'un habitué à l'obéissance. Son anglais était fonctionnel, appris au fil des années passées à faire du commerce avec les marchands. C'est donc cette femme qui pense pouvoir guérir mon fils. Je pense pouvoir l'aider, répondit Jesse. C'est à lui de choisir de guérir. Les yeux sombres de Nejon semblent tout voir. Tu es jeune, tu ne connais rien à nos coutumes. Mon fils était un grand guerrier avant son accident. Maintenant, il n'est plus que douleur et colère. Pourquoi penses-tu réussir là où notre guérisseuse a échoué? Parce que je n'essaie pas de le rendre tel qu'il était. Je suis ici pour l'aider à vivre avec ce qu'il est maintenant. Quelque chose brilla dans les yeux de Njon. De la surprise, peut-être de la reconnaissance. Puis son expression se durcit. 3 jours. Je vous donne 3 jours. Prouvez-moi que vous n'êtes pas une autre femme blanche qui pense que la pitié peut guérir les os brisés. Alors que Njani s'éloignait, une autre silhouette apparut. Aïta, la guérisseuse portant un bouquet d'herbes.
Son visage buriné reflétait à la fois la sagesse et la fatigue. Son anglais était plus simple, mêlé de termes médicaux appris auprès des médecins de l'armée. Je veux parler avant que vous ne commenciez, dit lentement Aïta, à propos de son esprit. Le corps de Takeshi est brisé, oui, mais son esprit est plus sombre que brisé. Il a perdu espoir. Que s'est-il passé exactement? On m'a dit qu'il s'agissait d'un accident de chasse. C'est ce que nous disons aux étrangers. En réalité, il a été abattu par des soldats pendant une réunion de paix, abattu dans le dos alors qu'il faisait confiance au drapeau blanc. La balle lui a brisé la colonne vertébrale. La douleur colorait sa voix. Il a survécu, mais il ne peut plus marcher, il ne peut plus faire confiance au monde blanc qui l'a trahi. Cette révélation fut d'un choc. Pas étonnant qu'il ait refusé les soignants blancs. Chaque visage pâle lui rappelait la trahison. Pourquoi me dire cela? Si vous venez avec de la pitié, il vous détruira avec ses mots. Mais si vous venez avec la vérité, avec le respect pour ce qu'il a perdu. Aïta haussa les épaules. Peut-être vous laissera-t-il vous approcher suffisamment pour vous aider. Il y a plus. Avant la fusillade, il devait se marier. Quand il est revenu brisé, elle a choisi un autre homme. Cette blessure est peut-être plus profonde que la balle. La nuit tomba sur le campement, les bruits de la vie quotidienne laissant place à des rythmes plus doux. Henry s'était rapidement adapté, posant déjà des questions sur les chevaux et les jeux Apache. Après un souper simple, Jessie l'installa pour dormir. « Tu reverras l'homme en colère demain, maman. » « Oui, même s'il a crié. Parfois, les gens crient quand ils ont peur. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide. » Pendant qu'Henry dormait, Jessie s'assit près du petit feu, écoutant les bruits de la nuit, les tambours lointains, les voix en Apache, les chevaux qui piétinaient. Quelque part, là-bas, gisait un homme dont la douleur le consumait depuis 10 mois, repoussant tous ceux qui tentaient de l'aider. Elle se préparait à dormir lorsqu'elle entendit le bruit caractéristique de roues en bois sur la terre battue. Quelqu'un s'approchait dans ce qui devait être un fauteuil roulant. Jessie Dawson. La voix de Tishy venait de l'extérieur. Son cœur battait à tout rompre, mais elle garda une voix calme. « Oui, venez dehors. » Elle sortit à la lumière des étoiles et trouva Tishy dans un fauteuil roulant qui avait clairement été fabriqué par des mains Apache. Robuste, fonctionnel, il lui permettait de se déplacer dans le village. Au clair de lune, il ressemblait moins à un invalide qu'au chef qu'il avait toujours été. « Vous êtes venu me voir, » constata-t-elle. « Je viens de vous dire que votre travail n'est plus nécessaire. Vous serez payé et ramené à Ravens Crossing demain. » « Sur l'autorité de qui? » « La mienne. » « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ce matin? » « Vous sembliez curieuse. »« Ce matin, j'étais stupide. Vous ne comprenez pas la situation. Votre présence ici met mon peuple en danger. Je n'ai pas besoin d'un autre blanc qui essaie de me sauver. Je n'essaie pas de vous sauver de quoi que ce soit. J'essaie de vous aider à vivre avec ce que vous êtes maintenant au lieu de mourir à cause de ce que vous n'êtes pas. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Vous sauver signifie réparer tout ce qui ne va pas. Vous aider signifie vous apprendre à être entier d'une manière différente. Ce sont de jolies paroles, mais les paroles ne changent pas la réalité. La colère non plus. Mais vous n'avez pas cessé d'essayer. Ils se regardèrent fixement à la lumière des étoiles. Deux personnes obstinées qui avaient toutes deux perdu plus qu'elles ne pouvaient supporter. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici? » demanda Jessie. « Si vous voulez que je parte, vous pourriez envoyer Kim Miller avec un message. » Tishy resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. « Parce que personne ne m'a parlé comme vous l'avez fait aujourd'hui. Pas depuis que cela s'est produit. Tout le monde me laisse être en colère, me laisse être moins que ce que j'étais. Personne ne me met au défi d'être plus. Et tu détestes ça. Je déteste tout. Mais oui, je déteste particulièrement être traité comme un objet brisé qui ne peut pas entendre la vérité. Alors pourquoi me renvoyer? Parce que la vérité que tu as dite aujourd'hui n'était qu'un début. Je ne suis pas sûr d'avoir le courage d'entendre la suite. Cette confession resta suspendue entre eux comme un pont. Aucun des deux n'était sûr de vouloir le traverser. « Et si nous commencions plus modestement, » suggéra Jessie, « au lieu de considérer toute votre vie, et si nous nous concentrions simplement sur demain, passez une journée sans laisser la douleur dicter tous vos choix. » « Un jour à la fois, » répéta-t-il lentement. « Un jour, laissez-moi revenir demain matin.
Laissez-moi continuer à examiner votre état. Je vous montrerai des exercices qui pourraient vous aider à soulager la douleur. Si à la fin de la journée de demain, vous voulez toujours que je parte, je partirai. Teishi étudia son visage au clair de lune, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose écrit dans une langue qu'il ne comprenait pas. Un jour, dit-il finalement, mais je ne fais aucune promesse pour après-demain. Je comprends. Il commença à détourner sa chaise, puis s'arrêta. Les herbes qu'Aïta t'a données. À quoi servent-elles? Pour la douleur que le gonflement. Préparant une tisane 2 fois par jour. Je n'aime pas le thé. Alors nous trouverons un autre moyen. L'important est de réduire l'enflure pour que tu puisses bouger sans trop souffrir. Un soupçon de sourire effleura son visage. Tu es très déterminée, femme blanche. Je m'appelle Jessie. Et oui, je le suis. Demain alors, Jessie, nous verrons ce que la journée nous réserve. Alors qu'il retournait vers son logement, Jessie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois. Un véritable espoir. Non pas que tout allait parfaitement bien se passer, mais que demain serait peut-être différent d'aujourd'hui. Pour des gens qui avaient tout perdu, un changement suffisait. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, plus brillant ici que partout ailleurs, et murmura une prière pour demander force et sagesse. Demain apporterait son lot de défis. Ce soir, elle se reposerait, sachant qu'elle avait survécu à son premier jour parmi les Apaches, qu'Henry était en sécurité et qu'un chef de guerre brisé avait choisi de lui donner une nouvelle chance. Les tambours continuaient à battre leur rythme ancestral, emportant Jessie vers le sommeil et les rêves des possibilités de demain. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Jessie avait promis de vivre au jour le jour. Chaque matin apportait de petites victoires. Takeshi acceptait les exercices avec moins de résistance. Henry se liait d'amitié avec les enfants Apaches et une routine presque naturelle s'était installée. À la fin de la première semaine, quelque chose avait changé dans le rythme de la colonie. Une fois de plus, Teishi donna ses ordres, la voix tendue par la douleur, mais avec moins d'amertume. Jessie guida sa jambe tout au long de l'exercice, remarquant que sa respiration s'était stabilisée. Ça suffit pour aujourd'hui, dit-elle en voyant la sueur familière sur son front. Si tu en fais trop, tu vas perdre tes progrès. Quel progrès? Je ne sens rien en dessous de ma taille, sauf une sensation de brûlure et des picotements. La sensation de brûlure et les picotements signifient que tes nerfs fonctionnent encore. Les nerfs morts ne ressentent rien du tout. Elle se redressa. Ta jambe gauche a été légèrement plus réactive aujourd'hui. C'est minime, mais je sens la différence. Le regard de Teishi s'aiguisa. Tu dis ça pour me donner de faux espoirs. Je ne donne pas de faux espoirs. Je ne fais pas non plus de promesses sur la signification des petites améliorations. Je ne suis pas médecin, juste quelqu'un qui a vu suffisamment de blessures pour savoir faire la différence entre une aggravation et une stabilisation. Dehors, il pouvait entendre la voix d'Henry se mêler à celle des Nukers. Le garçon Apache était devenu son compagnon constant. Les deux avaient développé une amitié fondée sur des jeux partagés et la curiosité de l'enfance. Henry apprenait à Na à sculpter des animaux tandis que Na lui montrait comment tisser l'herbe. Votre fils apporte de la légèreté à cet endroit, observa Tichy. Il y a quelque chose de différent dans sa voix, moins d'amertume, plus de réflexion. Même les adultes sourient quand ils le regardent jouer. Il a toujours été habile de ses mains, comme son père. Les mots lui échappèrent, porteurs d'une vieille douleur. Parlez-moi de votre mari. Sa douceur l'a surpris. Il s'appelait Thomas. Il était gentil, patient. Il savait tout réparer. Des roues cassées, des cœurs brisés. Elle sourit tristement. Il disait souvent, « Aucun problème ne peut être résolu avec suffisamment d'obstination et les bons outils. » Comment est-il mort? Des pilleurs mexicains ont attaqué notre ranch. Thomas a essayé de protéger notre maison. Sa voix s'affaiblit. Ils l'ont laissé se vider de son sang dans notre cour. Il a survécu 3 jours, mais ses blessures étaient trop profondes. Takeshi resta silencieux pendant un long moment. Tu sais ce que c'est que d'être trahi par une violence qui survient sans crier gare? Oui, même si dans son cas, il s'agissait d'une violence honnête. Des bandits qui voulaient du bétail, pas des hommes qui sont venus sous des drapeaux de paix et lui ont tiré dans le dos. La référence à sa propre trahison planait entre eux comme un pont qu'aucun des deux n'osait traverser. Quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas de la colère, mais de la reconnaissance. Aïta vous le dit. Elle pensait que je devais comprendre pourquoi vous voyez chaque visage blanc comme un rappel de la trahison.
Et pourtant, vous êtes resté alors que les autres s'enfuyaient. Je suis resté parce que je comprenais. Jessie croisa son regard. Mon mari faisait confiance à des hommes qui l'ont tué pour leur profit. Vous faisiez confiance à des hommes qui ont essayé de vous tuer pour leur profit. Nous avons tous deux appris que le monde recèle plus de trahison que nous ne voulions le croire. Pendant qu'il parlait, Jessie remarqua quelque chose qui brillait dans l'ombre près de ses fourrures. Un petit objet métallique caché sous une pochette en cuir. Elle s'approcha pour mieux voir. Qu'est-ce que c'est? Le visage de Teishi se figea. Rien qui ne te concerne. Mais elle avait déjà vu ce qui était à moitié caché. Une balle avec des marques militaires distinctives. Elle s'agenouilla et la ramassa. Est-ce la balle qu'ils ont retirée de ma colonne vertébrale? Sa voix devint plate, sans émotion. Je la garde en souvenir. En souvenir de quoi? Pour ne plus jamais croire aux promesses des Blancs. Ses yeux sombres rencontrèrent les siens. Pour me rappeler que certaines blessures ne peuvent être guéries ni par la médecine ni par le temps. Jessie fixa la balle, comprenant soudain. C'était la manifestation physique de tous les murs que Tehi avait érigés autour de lui. Cette balle n'est pas seulement un souvenir. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas te permettre de guérir. Tant que tu la garderas près de toi, tu maintiendras la trahison vivante chaque jour. Pendant un instant, elle crut qu'il allait exploser de rage. Au lieu de cela, ses épaules se mirent à trembler, non pas de colère, mais de douleur enfouie depuis 10 mois. Ils ont promis la paix, dit-il d'une voix brisée. Le colonel Morrison lui-même m'a donné sa parole. Il a dit que nous pouvions travailler ensemble, trouver un moyen pour que mon peuple conserve ses terres si nous acceptions certaines restrictions. Les mots sortirent lentement, puis plus vite. Je l'ai cru. Je voulais croire que tous les soldats blancs n'étaient pas des menteurs. Je me suis donc rendu au lieu de rendez-vous comme convenu, seul comme promis, sans armes comme il l'avait exigé. Morrison était là avec 2 soldats et un civil, l'agent indien Richardson. Sa voix s'est réduite à un murmure. Nous avons discuté pendant environ 1 heure des frontières, des droits de chasse, de la manière dont mon peuple pouvait vivre sans menacer les colonies. Je pensais que nous étions parvenus à un accord. Je me suis retourné pour partir et annoncer la bonne nouvelle à mon peuple. Il a marqué une pause fixant la balle. Le coup de feu est venu de derrière. Sans avertissement, sans raison, si ce n'est que les Apaches morts posent moins de problèmes que ceux qui sont vivants et pourraient changer d'avis. Mais vous avez survécu. J'ai survécu pour être brisé. Son rire était amer. Parfois, je pense qu'une mort propre aurait été plus clémente que cette demi-vie où je ne peux protéger personne. Et maintenant, demanda gentiment Jessie, que voulez-vous que cette bolle signifie maintenant? Il resta silencieux pendant un long moment. Je ne sais pas, depuis 10 mois, la colère est ma plus proche compagne. Sans elle, je ne suis qu'un homme brisé qui a laissé tomber son peuple. Tu es un homme qui a survécu à la trahison et qui apprend à vivre avec des conséquences dont tu n'es pas responsable. Cela demande plus de force que de mourir. Elle lui tendit la balle. C'est à toi de décider. Je ne peux pas faire ce choix à ta place. Il fixa la balle, puis tendit lentement la main et la prit. Le métal semblait plus léger qu'auparavant. Je ne suis pas prêt à la jeter, dit-il finalement. Mais je suis peut-être prêt à cesser de la laisser empoisonner chaque lever de soleil qui me reste. Maintenant que tu connais la vérité, dit Teishi d'une voix empreinte de défi et d'espoir, vas-tu t'enfuir comme tu aurais dû le faire le premier jour? Vas-tu me poser cette question chaque fois que tu me diras quelque chose de difficile? Peut-être. Alors ma réponse sera toujours la même. Je ne vais nulle part. Au cours des jours suivants, leurs séances prirent une autre dimension. Les exercices continuèrent, mais Teishi y participait désormais sans hostilité. Sa colère désespérée se transforma peu à peu en une détermination farouche. Henry était désormais présent à toutes les séances, car Jessie avait compris qu'il était plus prudent de le garder près de lui. Le garçon s'asseyait tranquillement, sculptant du bois ou répétant les mots apaches que Na lui avait appris. Shima signifie mère, dit Henry un matin en prononçant soigneusement le mot, et Xijay signifie père. Teishi tourna brusquement la tête. Tu apprends notre langue, juste quelques mots, dit Henry, soudainement timide. Na dit que c'est poli d'essayer. Quelque chose changea dans l'expression de Teishi, de la surprise puis de l'approbation. Na parle avec sagesse. C'est au cours d'une de ces séances que quelque chose de remarquable se produisit.
Teishi saisit soudainement son poignet, avec insistance mais sans douleur. Attends, dit-il, la voix tendue par la concentration. Je sentais quelque chose de différent. Qu'as-tu senti? Ta main sur ma jambe. J'ai senti une pression, pas seulement du feu et des aiguilles. Le cœur de Jessie battait à tout rompre, mais elle gardait une voix calme. Tu sens ça? Elle appuya doucement contre sa cuisse. Oui, faiblement, mais oui. Ce n'était pas un miracle, mais c'était un progrès. Un progrès réel et mesurable qu'aucun d'eux ne pouvait nier. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Takashi, la voix empreinte d'un espoir soigneusement gardé. Cela signifie que certains nerfs pourraient rétablir très lentement leur connexion, mais qu'ils les rétablissent, poursuivit-elle en poursuivant son examen. Je ne peux rien promettre de plus, mais cela pourrait signifier moins de douleur, un meilleur contrôle avec le temps. Et toi? La question fut posée doucement. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Que veux-tu dire? Si je continue à m'améliorer, tu ne seras plus nécessaire. Vous retournerez dans votre monde blanc. Ses yeux sombres scrutèrent son visage. Je serai à nouveau seul. Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas tout à fait une supplication, mais presque. Nous y ferons face le moment venu, dit Jessie doucement. Mais alors même qu'elle parlait, elle remarqua une ombre dans l'embrasure de la porte. Kimela se tenait là, le visage sombre d'inquiétude. Depuis combien de temps observait-il? Leur proximité grandissante n'était pas passée inaperçue. Ce soir-là, alors qu'Henry racontait sa journée, il mentionna quelque chose qui la fit frissonner. Nuka dit que certains adultes s'inquiètent de notre long séjour ici. Son oncle Kimima pense que la présence de Blancs ici pourrait causer des problèmes. Avant qu'elle n'ait pu répondre, des pas s'approchèrent de leur habitation. Jessie Dawson. La voix de Kimmy venait de l'extérieur. Nous devons parler. Elle le suivit loin des habitations, vers la lisière du village, où les voix ne porteraient pas. Les gens parlent, dit-il sans préambule. Ils voient comment toi et mon cousin vous regardez. Comment il change quand tu es près de lui. Il va mieux. C'est pour ça que tu m'as engagé. Nous t'avons engagé pour le garder en vie, pour prendre soin de son corps. La voix de Kimla trahissait la colère et la douleur pour ne pas devenir quelque chose de plus dans son cœur. Je fais mon travail, rien de plus, vraiment. Parce que mon cousin te regarde comme un homme qui se noie regarde une corde, et tu le regardes avec les mêmes yeux. Ces mots la touchèrent parce qu'ils contenaient une vérité qu'elle avait peur de reconnaître. Ce que je peux ressentir ne change rien à la raison pour laquelle je suis ici. Et que se passera-t-il quand la guérison sera terminée? Tu penses que tu resteras ici pour toujours. Une femme blanche parmi les Apaches. Tu penses que ton fils grandira dans un monde qui déteste les familles mixtes. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Des hommes blancs en costume ont posé des questions à Ravens Crossing au sujet d'une femme blanche vivant parmi de dangereux sauvages, au sujet du genre de mère qui amène son enfant dans un tel endroit. Jessie sentit son sang se glacer. Quel genre de questions? Le genre qui aboutit à la décision d'un agent indien que le garçon a besoin d'un foyer convenable dans une famille civilisée. Le visage de Kimmy était dur comme de la pierre. J'ai servi dans les éclaireurs de l'armée. Je sais comment fonctionnent leurs lois. Ils peuvent retirer leurs enfants aux mères qu'ils jugent inaptes. Ils ne peuvent pas simplement m'enlever Henry. Tu es une femme blanche qui vit avec des guerriers apaches. À leurs yeux, cela fait de toi soit une folle, soit une femme corrompue. Dans tous les cas, tu n'es pas apte à élever un enfant blanc. Il s'approcha. Et s'ils prennent ton fils, ils s'en serviront comme prétexte pour nous déplacer tous dans une réserve pour la sécurité des colons blancs. Le piège était évident. Rester et risquer de perdre Henry. Partir et abandonner Takeshi. Que veux-tu que je fasse? Pars vite. Emmène le garçon avant que les questions ne se transforment en action. Mais des pas se rapprochèrent. Takeshi se dirigea vers eux, manœuvrant prudemment son fauteuil roulant sur le sol accidenté, le visage crispé par la suspicion. Quel secret discute-t-il si loin du feu? Kimela parlait rapidement en apache. Jessie ne comprenait pas les mots, mais elle pouvait lire les émotions. Supplication, avertissement, inquiétude désespérée. Lorsque Kimela eut terminé, un silence s'installa entre eux. Finalement, Teishi regarda Jessie. Est-ce vrai? Les autorités posent-elles des questions à ton sujet? Kima pense que oui. Et si c'est le cas, je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour Henry. Il doit passer en premier.
Bien sûr. La voix de Teishi devint neutre. L'enfant doit toujours passer en premier, mais elle voyait bien que ses paroles l'avaient profondément blessé. Teishi, non. Il leva la main. Kimla dit la vérité. Je suis le chef. La sécurité de mon peuple doit passer avant mes sentiments personnels. La distance formelle faisait mal. Que va-t-il se passer maintenant? Vous continuez votre travail, mais nous préparons votre départ. Lorsque les autorités viendront poser des questions, nous aurons des réponses qui protégeront tout le monde. 3 jours plus tard, 3 cavaliers arrivèrent de la ville au petit matin. Leur chef s'adressa à la foule qui s'était rassemblée. Nous recherchons Jesse Dawson. Message de l'agent indien Richardson. Jesse sortit avec Henry, le cœur déjà serré. Je suis Jesse Dawson. Le cavalier sortit un papier plié de sa sacoche. L'agent Richardson vous demande de vous rendre immédiatement à Ravens Crossing. Il a des questions à vous poser sur votre situation actuelle. Quel genre de questions? Des questions officielles. Vous devez venir aujourd'hui. Mon fils restera ici pour l'instant. Il s'agit seulement d'un entretien préliminaire. Ces mots lui glacèrent le sang. Ça y était, le moment dont Kimla l'avait prévenu. Jessie regarda autour d'elle et vit des visages inquiets partout. Takeshi était assis sur le seuil de sa porte, observant la scène avec une émotion contenue. Maman murmura Henry. Que s'est passé? Je dois aller parler à des gens en ville, dit-elle en s'efforçant de rester calme. Reste ici avec Na. Je reviendrai dès que possible. Alors qu'elle s'apprêtait à partir avec les cavaliers, elle aperçut Teishi une dernière fois. Leurs regards se croisèrent à distance, véhiculant tous les mots qu'ils n'avaient pas pu se dire. Toutes les possibilités qu'ils n'auraient peut-être jamais l'occasion d'explorer. Puis elle s'éloigna à cheval, sans savoir que l'agent Richardson avait préparé bien plus que des questions. Il avait préparé un ultimatum qui la forcerait à choisir entre l'amour et la maternité, entre son cœur et l'avenir de son enfant. Si vous ressentez toutes les émotions de ce voyage incroyable, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous le regardez. Et si ces histoires poignantes vous touchent, cliquez sur le bouton S'abonner et envisagez de rejoindre notre chaîne pour la soutenir et accéder à des histoires exclusives qui plongent encore plus profondément dans les récits inédits de la frontière. Votre soutien nous aide à redonner vie à ces voix oubliées. L'entretien de l'agent Richardson n'avait duré que 2 heures, mais ces 2 heures avaient scellé le destin de Jesse. Il avait été direct, clinique, dévastateur. Madame Dawson, votre situation actuelle soulève de sérieuses questions quant à votre aptitude à être mère. J'ai reçu des rapports concernant une femme blanche et un enfant vivant parmi des guerriers apaches hostiles. Je fournis des soins médicaux. C'est un travail légitime, un travail qui vous oblige à vivre parmi des sauvages avec votre jeune fils. Ses yeux pâles l'observaient avec un regard calculateur. Quel genre de mère expose un enfant impressionnable à de telles influences? Les questions se succédèrent pendant 2 heures éprouvantes, chacune visant à monter un dossier contre elle. Lorsque Richardson la congédia avec son ultimatum, le choix était clair. Signer des papiers acceptant de quitter définitivement le territoire de l'Arizona dans les 48 heures ou faire face à une procédure officielle de garde où Henry serait placé dans un foyer chrétien approprié. Vous avez jusqu'à demain soir, dit-il avec une froide satisfaction. Réfléchissez bien à ce qui compte le plus pour vous. Il était maintenant minuit passé dans la chambre de la pension, et Jessie était assise à la lueur d'une bougie, regardant Henry dormir, confrontée au choix le plus impossible de sa vie. Le délai fixé par Richardson expirait dans 24 heures. Elle pouvait signer ses papiers et fuir vers la sécurité, ou se battre et risquer de perdre Henry pour toujours. La lettre qu'elle devait écrire lui semblait impossible à écrire. Comment expliquer à Takeshi que l'amour ne suffisait pas face à un monde déterminé à les séparer? Cher Takeshi, lorsque tu liras cette lettre, Henry et moi serons partis. Richardson a clairement exprimé sa position. Rester et perdre Henry, qui sera placé sous la garde du gouvernement, ou partir et garder mon fils. Pour une mère, il n'y a jamais vraiment eu de choix. Ce que nous avons trouvé ensemble était réel. Ta force pour guérir, ton courage pour affronter la vérité sur ton passé, la façon dont tu m'as aidé à retrouver l'espoir. Ce sont des cadeaux que je garderai toujours. Mais parfois, protéger ceux que nous aimons signifie accepter de se séparer d'eux. Tu m'as appris que guérir ne signifie pas oublier la douleur,
mais apprendre à construire quelque chose de beau malgré elle. Je prie pour que tu ne considères pas ce départ comme une nouvelle trahison, mais comme le choix désespéré d'une mère pour protéger son enfant. Elle l'a signé, Jessie, et l'a adressé à Aïta. Maman, Henry s'est agité dans son lit. Pourquoi es-tu réveillé? Je réfléchissais, mon chéri, rendors-toi. Ce qu'on parle vraiment demain? Tu étais heureuse là-bas, maman. Je le voyais quand tu souriais. J'étais heureuse. Mais le bonheur ne suffit pas toujours pour rester en sécurité. Henry est resté silencieux, réfléchissant à cela avec un sérieux inhabituel. Takeshi sera-t-il triste que nous soyons partis sans lui dire au revoir? Oui, il sera très triste. Nous le serons tous. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas lui dire au revoir comme il se doit? Parce que les adieux ne feraient que rendre les choses plus difficiles, car elle risquerait de perdre sa détermination si elle devait regarder Teishi dans les yeux et lui expliquer pourquoi elle choisissait la peur plutôt que l'amour. Parfois, dire au revoir rend les choses plus douloureuses. Parfois, il est plus gentil de se souvenir uniquement des bons moments. À l'approche de l'aube, ils rassemblèrent leurs maigres affaires et se dirigèrent tranquillement vers le dépôt de la Seine en empruntant des rues désertes. Henry serra son cheval de bois dans ses bras, comprenant que ce départ était différent, plus définitif, plus désespéré. Le voyage qui les éloignait de tout ce qu'ils avaient trouvé les fit traverser des souvenirs qui ressemblaient à des blessures physiques. Jessie se souvint du premier sourire de Tishy après des semaines de colère amère, du rire d'Henry résonnant dans le village Apache, du sentiment d'appartenir à nouveau à un endroit. Tout cela était désormais relégué au passé par des lois conçues pour protéger ce qu'ils détruisaient. À 25 km de là, dans le village de montagne, Takeshi se réveilla avec un sentiment de malaise qu'il ne pouvait nommer. Quelque chose semblait fondamentalement anormal. Ce n'était pas une douleur physique, mais un trouble plus profond, comme si le monde avait changé pendant son sommeil. Il appela Eyeta, qui apparut avec l'expression de quelqu'un qui apporte une terrible nouvelle. Dans ses mains ridées, elle tenait la lettre de Jessie. « Elle est partie », dit simplement Ayeta. « Elle est partie avant le lever du soleil. » Les mains de Takeshi tremblaient tandis qu'il lisait, chaque mot le frappant comme un coup physique. Lorsqu'il eut terminé, il resta assis, stupéfait et silencieux. La douleur était différente de tout ce qu'il avait connu, plus profonde que la blessure par balle, plus dévastatrice que des mois d'impuissance. C'était l'agonie de l'espoir qui lui était arrachée alors qu'il venait d'apprendre à y croire. Mais sous cette douleur écrasante, quelque chose d'autre bouillonnait. Pour la première fois depuis sa blessure, Teishi ressentait une colère qui n'était pas dirigée contre lui-même. C'était une fureur pure contre l'injustice, contre un système qui détruisait quelque chose de beau simplement parce que cela dépassait des limites arbitraires. « Aidez-moi à sortir », dit-il d'une voix que Ayita n'avait pas entendue depuis 10 mois. Ce n'était pas une rage amère, mais l'autorité maîtrisée d'un chef de guerre. « Vous n'êtes pas assez fort, aide-moi à sortir maintenant. » Et voit Kimla me voir, il est temps que mon peuple revoie son chef. Adita le conduisit en fauteuil roulant vers le centre du village. Les familles Apaches commencèrent à se rassembler, attirées par la vue inédite de leur chef blessé dans l'espace commun. « Cousine », dit Teishi lorsque Kima arriva, sa voix portant au-dessus de la foule. « Tu croyais protéger notre peuple en chassant la femme blanche et son enfant. » Kima se déplaça, mal à l'aise. « J'ai fait ce que je pensais nécessaire. Tu nous as protégés de l'espoir, » l'interrompit Takeshi. « De la guérison, de la possibilité que l'amour puisse construire des ponts au lieu de murs. » Ses yeux sombres trouvèrent le visage de son cousin. « Tu m'as protégé de la chance de revivre. » Les autorités nous posaient des questions pour savoir si nous hébergions des Blancs de manière inappropriée, alors nous avons laissé la peur dicter nos choix. La voix de Teishi s'est faite plus forte. Nous fuyions les conflits jusqu'à ce que cette fuite devienne une capitulation. Jusqu'à ce que nous ayons tellement peur de perdre le peu que nous avons, que nous jetons tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. La confrontation a captivé le village. Ces hommes, qui avaient été comme des frères, étaient désormais confrontés à des divergences fondamentales sur la survie et la dignité. Néonie s'est avancée. « Mon fils, ce qui est fait est fait. Cette femme a fait le choix de protéger son enfant. Que veux-tu que nous fassions maintenant? » Teishi regarda les visages qui l'entouraient, ces gens qui avaient compté sur son leadership avant son accident. « Je propose d'aller à Ravens Crossing, d'affronter l'agent indien qui l'a menacé,
de lui montrer que les chefs Apaches ne se cachent pas dans les montagnes pendant que l'injustice sévit dans les vallées. C'est trop dangereux, protesta Aïta. Un tel voyage pourrait réduire à néant tous vos progrès. Quel progrès? Teishi désigna ses jambes immobiles. Les progrès vers le statut d'invalide confortable, qui dispense des paroles de sagesse, mais n'agit jamais en conséquence. Si je ne peux pas marcher pour aller au combat, alors je monterai à cheval. Si je ne peux pas me battre avec des armes, alors je me battrai avec des mots. Mais je ne laisserai pas la femme qui m'a sauvé la vie affronter seule ses ennemis. Kimla fixa son cousin, voyant en lui quelque chose qu'il croyait mort avec la blessure par balle. Tu parles de l'amour comme s'il valait la peine de mourir pour lui. Je parle de l'amour comme s'il valait la peine de vivre pour lui, corrigea Teishi. Pendant 10 mois, je suis mort à petit feu, laissant la douleur me ronger vivant. Jesse m'a montré ce que signifie choisir la vie plutôt que la mort, l'espoir plutôt que le désespoir. Une à une, les voix se joignirent pour l'appuyer. De jeunes guerriers se sont avancés, proposant de servir d'escorte. Les hommes plus âgés ont approuvé d'un signe de tête. Les femmes ont exprimé leur fierté envers un chef prêt à se battre pour plus que la simple survie. Le lendemain et pendant la nuit, la colonie a travaillé avec une énergie concentrée. Les compétences techniques des Apaches ont été mises à profit pour transporter leur chef blessé en toute sécurité vers une ville blanche. Ils ont modifié une selle avec des supports spéciaux pour sa colonne vertébrale blessée, construit un siège portable pour les négociations et préparé des fournitures médicales pour un voyage qui mettrait ses limites à l'épreuve. Aïta travailla toute la nuit à préparer ses remèdes les plus puissants, des herbes pour soulager la douleur, des racines pour donner de la force, des poudres pour le maintenir alerte pendant ce qui pourrait être la confrontation la plus importante de sa vie. Chaque détail fut planifié avec une précision militaire par des guerriers qui comprenaient que la crédibilité de leur chef dépendrait de son apparence forte, malgré sa blessure. « Si tu échoues, dit Johnny, alors que les préparatifs touchaient à leur fin. Et alors? Tay regarda sa mère, voyant la peur et l'amour dans ses yeux sombres. Si j'échoue, j'aurai échoué en me battant pour une cause qui en vaut la peine. Si je meurs, je mourrai en tant qu'homme qui a choisi l'action plutôt que le désespoir. Et si tu réussis, alors nous affronterons ensemble ce qui viendra ensuite. Tous ensemble, Jesse, Henry, notre peuple, nous prouverons que l'amour est plus fort que la haine, que la compréhension est possible entre des mondes différents. Alors que le soleil se couchait sur leurs préparatifs, Teishi était prêt. Entouré de 4 guerrières de confiance et avec les remèdes d'Aïta soigneusement emballés, il se prépara pour ce qui pourrait être son dernier acte en tant que chef. Il descendit des montagnes pour défier l'autorité qui avait chassé la femme qu'il aimait. Le voyage à travers les montagnes prit la majeure partie de la journée, chaque pas saccadé envoyant des vagues de douleur dans la colonne vertébrale de Teishi. Mais c'était aussi la première fois depuis sa blessure qu'il se déplaçait avec un objectif précis, poursuivant quelque chose qui importait plus que son confort physique. Ses guerriers chevauchaient en formation autour de lui, alertes au danger, mais servant également de preuve visible qu'il inspirait le respect et la loyauté malgré sa blessure. La vue de guerriers Apaches chevauchant avec une précision militaire vers une ville blanche était sans précédent dans l'histoire du territoire. Alors que leur petit groupe approchait de Ravens Crossing en fin d'après-midi, la vue des cavaliers Apaches en formation attira immédiatement l'attention. Les gens sortirent des bâtiments, certains saisissant des armes, d'autres regardant avec étonnement le spectacle sans précédent d'un groupe de guerriers Apaches entrant ouvertement dans leur ville. Dans la gare routière, Jesse leva les yeux de son va-et-vient nerveux pour voir l'agitation dans la rue. Son cœur s'arrêta presque lorsqu'elle reconnut la silhouette familière qui était soigneusement transférée de son cheval à sa chaise portable spécialement conçue. Il était venu. Malgré tout, malgré sa blessure, le danger, le conflit certain qui allait suivre, Teishi était venu pour elle. Leurs regards se croisèrent à travers la place poussiéreuse, et Jesse sentit sa détermination soigneusement construite commencer à s'effriter. Il semblait différent de quand elle l'avait quitté, plus fort, plus déterminé, comme si le voyage lui-même avait restauré quelque chose d'essentiel qu'elle croyait perdu à jamais. Henry le vit aussi et commença à se lever du banc où ils attendaient. Mais Jesse lui attrapa le bras. « Reste près de moi. Tout le monde nous regarde maintenant. »
La foule s'écarta avec lassitude tandis que la chaise pliante de Tichy était placée au centre de la place. Malgré ses limitations physiques, il imposait le respect par sa présence et sa dignité, ressemblant en tout point au chef de guerre qu'il avait été autrefois. « Je suis venu parler à l'agent indien Richardson », annonça-t-il dans un anglais clair, puis il répéta ses paroles en apache pour ses guerriers. « Je suis venu dire la vérité sur Jessie Dawson et les services qu'elle a rendus à mon peuple. » Des murmures parcoururent la foule, mêlant peur, curiosité et étonnement devant ce spectacle sans précédent. Un chef apache parlant un anglais cultivé sur la place publique de leur ville et exigeant d'être reçu par les autorités fédérales était quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu. Richardson sortit du bâtiment gouvernemental, flanqué de soldats, le visage trahissant une indignation à peine contenue face à cette remise en cause de son autorité. Son regard pâle balaya les guerriers apaches avant de se poser sur Tichy avec un mépris évident. « Chef Takeshi, dit-il avec une fausse courtoisie qui ne trompa personne, c'est tout à fait irrégulier. Je dois vous demander de retourner immédiatement dans votre village. Votre présence ici avec des guerriers armés pourrait être interprétée comme une provocation. » Les yeux de Takeshi fixèrent Richardson avec une intensité inébranlable, ne laissant rien transparaître de l'homme brisé qui s'était vautré dans l'amertume pendant 10 mois. « Je suis venu dire la vérité sur les accusations portées contre Jessie Dawson. Elle n'est pas notre prisonnière. Ce n'est pas une femme corrompue vivant parmi des sauvages à des fins inappropriées. » Sa voix s'intensifia, traversant la place pour atteindre toutes les oreilles attentives. « C'est une guérisseuse qui a redonné vie à un homme mourant. C'est une mère qui protège son enfant avec un courage qui fait honte aux hommes adultes. C'est une femme qui a montré à un guerrier brisé que l'honneur peut exister même lorsque le corps ne peut pas faire ce que le cœur désire. » La foule s'était calmée, attirée par sa dignité et son éloquence. Une partie de l'hostilité initiale cédait la place à la curiosité, voire à un respect réticent pour le chef blessé qui avait tout risqué pour défendre l'honneur d'une femme blanche. « Chef Tichy, » dit Richardson en s'approchant, la main près de son arme, « je comprends votre gratitude pour les services rendus par Mme Dawson. Cependant, la loi territoriale est claire quant à l'environnement approprié pour élever des enfants blancs. »« Approprié », l'interrompit Takeshi, ses mots résonnant sur la place avec une clarté dévastatrice. « Est-il approprié de séparer un enfant de sa mère aimante parce que cette mère a choisi la compassion plutôt que la peur? Est-il approprié de punir une femme pour avoir refusé de considérer les Apaches comme des êtres inférieurs? » Dans la foule, une voix s'éleva. « Que dit-il à propos de Mme Dawson? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enlèvement d'enfants? » Tay se tourna vers la voix et s'adressa à toute la foule rassemblée avec les habiletés d'un chef qui avait autrefois uni des tribus par la seule force de ses mots. « Je dis qu'elle a fait honneur à mon peuple alors que nous avions oublié ce que signifiait l'honneur. Son fils a appris notre langue tout en enseignant ses jeux à nos enfants. Elle a construit des ponts là où d'autres ne voyaient que des murs à défendre. Certaines personnes dans la foule se mirent à hocher la tête, ceux qui avaient connu Jessie lors de ses visites occasionnelles en ville, qui se souvenaient d'elle comme d'une infirmière compétente et d'une mère dévouée, qui avaient vu son caractère avant que la politique ne brouille leur jugement. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Elle vivait parmi des ennemis. Quelqu'un s'écria depuis le fond de la foule. « Des ennemis ?» La voix de Takeshi avait désormais la dureté d'un guerrier qui ne permettrait pas que son peuple soit calomnié. Est-ce hostile d'honorer les anciens, de partager sa nourriture avec ses voisins affamés, d'enseigner aux enfants le respect de tous les êtres vivants, de guérir plutôt que de nuire? Henry écoutait avec une excitation et une reconnaissance grandissante. Soudain, malgré la main retenue de Jessie, il se libéra et courut vers le centre de la place où Takeshi était assis, entouré de tensions et de conflits. « Takei » cria-t-il de sa voix claire d'enfant, coupant court aux disputes des adultes et aux manœuvres politiques. « Tu es venu nous chercher. Je savais que tu viendrais. » Richardson s'avança rapidement, voyant une opportunité dans le mouvement du garçon. Cet enfant doit retourner immédiatement auprès de sa mère. « Ce garçon, dit Takeshi avec une autorité absolue qui ne souffrait aucune contradiction, a un nom. Il s'appelle Henry, et Henry devrait être avec sa mère, et non utilisé comme une arme par des hommes qui craignent ce qu'ils ne comprennent pas. » La confrontation avait atteint son point crucial, avec un garçon de 6 ans pris entre deux mondes, entre l'amour et la loi,
entre l'avenir que sa mère voulait pour lui et la sécurité exigée par les autorités. Le visage de Richardson rougit de colère lorsqu'il réalisa que l'opinion publique n'était pas entièrement de son côté. Agent Richardson, continua Takeshi d'une voix empreinte d'une conviction absolue. Vous avez menacé d'enlever cet enfant à sa mère parce qu'elle a choisi l'aide plutôt que la haine, la guérison plutôt que la peur. Vous appelez cela protéger les enfants. J'appelle cela punir une femme pour avoir refusé de voir le peuple apache comme les monstres de vos histoires. Le gouvernement territorial a des directives claires concernant le bien-être des enfants. Vos directives, interrompit Tichy avec un calme dévastateur, ont été élaborées par des hommes qui n'ont jamais vécu parmi nous, qui n'ont jamais vu nos coutumes, qui n'ont jamais appris que différent ne signifie pas dangereux. Il fit un geste vers Henry, qui se tenait figé entre les deux hommes, soudain conscient qu'il était au centre d'un conflit dont l'issue déterminerait tout son avenir. Demandez-lui si vivre parmi les Apaches lui a fait du mal. Demandez-lui si apprendre notre langue l'a rendu moins apte à devenir un homme bon. Demandez-lui s'il se sentait plus en sécurité dans notre village ou plus effrayé. Richardson, voyant son autorité remise en cause par un chef Apache handicapé et perdant du terrain à chaque échange, décida de mettre fin à la discussion en faisant étalage du pouvoir fédéral. Très bien, dit-il froidement, sa voix laissant transparaître la menace d'une autorité absolue. Puisque le chef Tekes a une opinion si tranchée sur les choix parentaux de Mme Dawson, il ne s'opposera peut-être pas à ce que les autorités territoriales procèdent à une évaluation complète de la situation. Le garçon restera en détention préventive jusqu'à ce que cette évaluation soit terminée. Tout le monde sur la place comprit ce que cela signifiait. Une fois Henry placé sous la garde du gouvernement, la machine bureaucratique veillerait à le séparer définitivement de sa mère. L'évaluation serait conçue pour aboutir à des conclusions prédéterminées, le résultat étant déjà décidé avant même qu'elle ne commence. Richardson fit signe à 2 soldats en uniforme qui se tenaient à proximité. Placez l'enfant en détention préventive pour sa propre sécurité. Nous allons le transporter à la capitale territoriale où les dispositions nécessaires pourront être prises. Alors que les 2 hommes en uniforme s'avançaient pour exécuter l'ordre qui détruirait tout ce que Jesse et Takeshi avaient construit ensemble, toute la place retint son souffle. C'était le moment qui allait déterminer si les mots et le courage pouvaient s'avérer plus forts que les armes et l'autorité gouvernementale, si l'amour pouvait triompher des lois conçues pour séparer à jamais des mondes différents. Les soldats arrivèrent au coucher du soleil, 20 hommes à cheval avec l'agent Richardson à leur tête. Toute la colonie Apache observait depuis ses positions défensives, tandis que les forces fédérales formaient un demi-cercle à la lisière de la colonie, les armes prêtes, mais pas encore dégainées. Richardson mit pied à terre et s'avança, flanqué de 2 soldats, sa voix portant à travers l'espace qui les séparait avec une autorité officielle. Je suis venu chercher le garçon Henry Dawson. Sur ordre du gouvernement territorial, il doit être placé en détention préventive en attendant l'évaluation de l'aptitude de sa mère. Teishi fit dérouler son fauteuil vers eux, se positionnant de manière à ce que tous les Apaches du village puissent voir leur chef affronter les autorités fédérales. Sa voix porta clairement jusqu'à la foule rassemblée. Agent Richardson, vous venez lourdement armé pour emmener un enfant de 6 ans. Cela suggère la peur plutôt que la confiance en votre autorité. Chef Teishi, vous interférez avec l'application de la loi fédérale. Écartez-vous. Je défends la vérité, répondit Teishi, ses yeux sombres fixés sur Richardson avec une intensité inébranlable. La vérité sur les raisons pour lesquelles vous voulez détruire cette famille. La vérité sur ce qui s'est passé à Willow Creek il y a 10 mois. Un murmure parcourut les Apaches et les soldats. Plusieurs des hommes de Richardson se mirent mal à l'aise. Il ne s'agissait pas d'une simple affaire de garde d'enfants, comme on leur avait dit. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » dit Richardson, mais sa voix manquait de conviction. Le 15 octobre dernier, continua Tichy sans relâche. Vous étiez là. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Le visage de Richardson pâlit, mais il tenta de garder son sang-froid. Ce sont les divagations d'un sauvage. Vous portiez un manteau gris avec des boutons argentés, l'interrompit Teishi, ces mots empreints d'une mémoire infaillible. Vous portiez une sacoche en cuir avec des coins en laiton. Vous vous êtes plaint de la poussière sur vos bottes après le trajet jusqu'au lieu de rendez-vous. Ces détails précis firent frissonner les soldats qui observaient la scène. Ce n'étaient pas des accusations vagues.
C'étaient les souvenirs précis de quelqu'un qui avait été là. Vous m'avez dit exactement ces mots, chef Takeshi. Nous pensons qu'une résolution pacifique sert les intérêts de tous. Le gouvernement américain préfère la négociation à des solutions plus directes. Le sang-froid de Richardson commença à se fissurer. Cela ne prouve rien. Cela prouve que vous avez menti lorsque vous avez dit aux gens que je refusais de négocier, a répondu Teishi. Cela prouve que vous étiez là alors que vous affirmiez ne rien savoir d'une quelconque réunion. Parmi les propres soldats de Richardson, une voix inattendue s'est élevée. Monsieur, j'étais à Fort McKinnon cette semaine-là. Le sergent Michael Brown s'est avancé, le visage buriné et troublé. Je me souviens d'avoir vu 3 cavaliers se diriger vers Willow Creek, 2 militaires et un civil vêtu d'un manteau gris, les yeux fixés sur Richardson. Le civil vous ressemblait, monsieur. Une autre voix s'est jointe à celle de la foule Apache. Mon mari a servi sous les ordres de Morrison avant de mourir, s'est exclamée Isabella Porter, qui était venue de Ravens Crossing avec des provisions. Il est rentré à la maison troublé après cette mission. Il a dit qu'il y avait des ordres pour mettre fin définitivement au problème Apache, mais il n'a pas voulu donner de détails. Richardson a désespérément tenté de reprendre le contrôle. Ce sont des rumeurs non fondées provenant de sources peu fiables. Peu fiables? La voix de Teishi était d'un calme dévastateur. Richardson, vous m'avez dit lors de cette réunion que vous aviez l'expérience des négociations difficiles. Vous avez mentionné votre précédente mission dans le territoire du Colorado, où vous avez aidé à résoudre des situations similaires avec des chefs tribaux difficiles. Plusieurs personnes dans la foule s'agitèrent, mal à l'aise. La répression brutale des tribus du Colorado était bien connue et l'implication était claire. Vous avez dit que parfois, la paix exigeait d'éliminer les obstacles au progrès. Quand je vous ai demandé quels obstacles, vous avez souri et répondu. Les chefs qui ne veulent pas entendre raison. C'est absurde, protesta Richardson, mais sa voix manquait désormais de conviction. Puis vous avez regardé votre montre de poche, dit Teishi avec une précision dévastatrice, et vous avez dit à Morrison qu'il était temps de conclure. Ce sont vos mots exacts. Il est temps de conclure. Le détail précis concernant la montre sembla briser le sang-froid de Richardson. Plusieurs personnes remarquèrent son tressaillement involontaire face à cette accusation. 60 secondes, Spostard de Teishi calmement. Une balle m'a touché dans le dos alors que je m'éloignais de la réunion. 60 secondes après que vous ayez dit qu'il était temps de conclure les affaires. Un silence de mort s'abattit sur la confrontation. La précision mathématique du timing, les détails spécifiques que seule une personne présente pouvait connaître, la pâleur de Richardson, tout cela brossait d'un tableau inquiétant. Le docteur David Whitmore, qui avait quitté Ravens Crossing lorsqu'il avait appris l'action militaire, s'avança hors de la foule. « J'ai soigné les blessures du chef Teishi lorsqu'ils l'ont amené en ville, annonça-t-il. Une blessure par balle dans le dos, comme il l'a dit. L'angle d'entrée montre qu'il s'éloignait lorsqu'il a été touché. Ce n'est pas un combat. C'est un assassinat. » L'humeur de la foule changeait radicalement. Ce qui avait commencé comme un soutien à l'autorité fédérale devenait quelque chose de plus complexe à mesure que les gens assimilaient des accusations. « Un avis médical professionnel ?» demanda Teishi. « Cet homme a été abattu par quelqu'un en qui il avait confiance alors qu'il s'éloignait d'eux », déclara haut et fort le Dr. Whitmore. « L'angle de la balle, les brûlures de poudre, la trajectoire, tout correspond à un assassinat, pas à un combat. » Richardson, voyant son autorité s'effriter en public, tenta désespérément de reprendre le contrôle. « Assez de cette comédie. J'ai l'autorité légale pour déterminer le bien-être de l'enfant, et je vais l'utiliser, dit-il en se tournant vers ses soldats. Emmenez le garçon en détention immédiatement. » Mais alors que les soldats hésitaient, ne sachant pas s'ils devaient suivre des ordres qui semblaient désormais discutables, Teishi joua sa dernière carte. « Richardson, dit-il d'une voix porteuse de la froide promesse d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Si vous enlevez cet enfant à sa mère sur la base de mensonges et de trahison, vous devrez répondre devant la justice Apache, pas devant les tribunaux blancs, ni devant la loi territoriale, mais devant la justice Apache. » La menace flottait dans l'air comme la fumée d'un feu de prairie. Tous les soldats comprirent ce qu'elle impliquait. L'autorité fédérale n'avait aucun sens dans les montagnes où les guerriers Apaches pouvaient frapper et disparaître comme des ombres. « Menacez-vous des agents fédéraux? » demanda Richardson, essayant de retrouver son attitude intimidante. «
Je promets, répondit calmement Tichy, que l'injustice fondée sur des mensonges sera punie par la vérité. La vérité Apache, les méthodes Apache, la justice Apache pour le peuple Apache et ceux qui sont sous notre protection. Richardson regarda autour de lui et vit le doute sur les visages qui l'avaient auparavant soutenu sans réserve. Même ses propres soldats semblaient hésiter à suivre les ordres d'un homme qui pourrait être complice d'une tentative de meurtre. De plus, poursuivit Teishi, j'offre à Jessie Dawson la protection de la loi Apache. Elle et son fils peuvent revenir dans notre village, non pas en tant qu'employés, mais en tant que membres de notre communauté, en tant que ma femme et mon fils adoptif. Cette offre changeait tout. Il ne s'agissait plus d'une femme blanche vivant de manière inappropriée parmi les Indiens. Il s'agissait d'un chef Apache respecté offrant un mariage officiel et une protection juridique. Jessie s'avança parmi la foule de soldats et de colons. Elle avait observé la confrontation avec un étonnement croissant devant le courage de Tichy et une certitude grandissante quant à son choix. « J'accepte, dit-elle clairement, sa voix portant à travers la foule silencieuse. J'accepte votre protection, votre proposition et votre amour. » Henry, qui était resté près de Jessie tout au long de la confrontation, se libéra soudainement et courut vers la chaise de Tichy. Sans hésiter, le chef Apache souleva le garçon sur ses genoux, créant une image puissante qui résonna parmi la foule qui observait, l'image de la protection d'une famille choisie qui transcendait les frontières raciales. « Il raconte de belles histoires, annonça Henry à tout le monde, et il m'apprend à être courageux comme les guerriers Apaches. » Le simple témoignage d'un enfant de 6 ans avait plus de poids que tous les arguments juridiques et les déclarations officielles. Cet enfant exprimait la sécurité, le bonheur, l'amour, tout ce que les décisions de garde étaient censées protéger. Richardson fit une dernière tentative désespérée pour affirmer son autorité. « Madame Dawson, si vous persistez dans cette voie, vous serez considérée comme une ennemie de la loi territoriale. »« Alors la loi territoriale est enfreinte, » répondit Jessie fermement, debout à côté de la chaise de Tichy, la main posée sur son épaule. « Si votre loi dit que l'amour entre des personnes bonnes est mauvais, que les enfants doivent être retirés à leur mère qui les protège, que les hommes doivent être abattus dans le dos pendant les pourparlers de paix, alors votre loi sert l'injustice, pas la justice, Rose. » Elle fit un geste vers la foule, qui comprenait désormais des familles Apaches, des colons de la ville et même certains des soldats de Richardson qui acquiesçaient. Ces gens savent distinguer le bien du mal. Ils peuvent voir la différence entre la protection et la persécution. Le sergent Brown s'avança à nouveau, sa voix empreinte de l'autorité d'un militaire de carrière. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je pense que nous devons retourner en ville et rapporter ce que nous avons entendu ici. Ce sont des allégations graves qui nécessitent une enquête. » D'autres soldats murmurèrent leur accord. Richardson regarda autour de lui avec désespoir et comprit que son autorité s'était évaporée. L'opinion publique s'était retournée contre lui. Sa crédibilité était détruite et continuer à se battre ne ferait que le rendre plus coupable. « Cette affaire n'est pas close, dit-il froidement, mais sa menace n'avait plus aucun poids. »« Non, acquiesça Tichy, elle n'est pas close, mais elle sera résolue par la vérité et non par la force, fondée sur la tromperie et le meurtre. » Alors que Richardson et ses hommes montaient à cheval pour partir, la foule commença à se disperser, bruissant de conversations sur ce dont elle avait été témoin. Les familles Apache s'approchèrent pour entourer Tichy, Jessie et Henry, les félicitant et les protégeant. « Es-tu sûr de ce choix ?» demanda Tay à Jessie à voix basse tandis que les soldats s'éloignaient. « Le mariage avec un chef Apache ne sera pas facile dans le monde des Blancs. »« Et j'en suis certain, » répondit Jessie en regardant Henry discuter avec enthousiasme de son aventure avec Na. « Pour la première fois de ma vie, je suis absolument certain de savoir où est ma place. » Le voyage de retour vers la colonie ressemblait à un triomphe. Ils voyageaient comme une famille par choix, des personnes qui avaient décidé que leur lien était plus fort que tous les obstacles que d'autres pourraient mettre sur leur chemin. Quand ils arrivèrent à la colonie, les familles Apache sortirent pour les accueillir avec une fête qui dura jusque tard dans la nuit. Kimla s'approcha de Tichy en privé pour lui offrir son soutien au mariage. Reconnaissant que le courage de sa cousine les avait tous sauvés d'une tragédie plus grande encore, Nejone embrassa Jessie solennellement, déclarant que toute femme assez courageuse pour affronter les agents fédéraux par amour méritait la protection et le respect des Apaches.
Aïta s'approcha avec son sac de remèdes et parla à Jesse et Teishi. Les esprits approuvent cette union entre deux mondes différents, dit-elle simplement. Vos enfants seront des ponts entre les peuples. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis près du feu et racontaient l'histoire de la défaite de Richardson aux familles réunies, Teishi parla tranquillement à Jesse de ce qu'ils avaient appris. Aujourd'hui, nous a montré quelque chose d'important. Il a dit que Richardson n'était pas seulement un fonctionnaire corrompu. Il avait peur que les Apaches et les Blancs puissent travailler ensemble, se respecter et s'aimer. Notre mariage menace tout ce en quoi il croit au sujet de la supériorité raciale. Jesse acquiesça lentement. Donc, il ne s'agissait pas vraiment de m'enlever, Henry. Il s'agissait d'empêcher la preuve que sa vision du monde est erronée. Exactement. Et aujourd'hui, lorsque tu as choisi de te tenir publiquement à nos côtés, tu es devenu cette preuve. La preuve que l'amour et le respect peuvent exister au-delà de toutes les frontières. Un an plus tard, Jessie se réveilla dans la maison qu'elle partageait désormais avec son mari et trouva Henry en train d'apprendre des mots apaches à sa petite sœur. Le rétablissement de Teishi avait dépassé toutes les attentes. Même s'il ne pourrait plus jamais marcher normalement, il avait retrouvé suffisamment de mobilité pour se tenir debout avec un soutien, suffisamment de force pour parcourir de longues distances à cheval, suffisamment d'autorité pour diriger son peuple avec une sagesse renouvelée. Plus important encore, il avait appris que la guérison ne venait pas de l'oubli du passé, mais du choix de construire un avenir meilleur. Les souvenirs de la trahison étaient toujours là, toujours douloureux, mais ils ne le définissaient plus. L'amour, la famille et l'espoir s'étaient révélés plus forts que les balles et les mensonges. Richardson avait été discrètement muté à un poste administratif à Washington après une enquête sur sa conduite. Les soldats qui avaient été témoins de sa confrontation avec Tichy avaient fait part de leurs inquiétudes à leurs supérieurs, et bien qu'aucune accusation officielle n'ait jamais été portée, sa carrière dans la gestion territoriale était terminée. Alors que la lumière du matin envahissait leur maison, Jesse réfléchissait au chemin qui les avait menés ici. D'une veuve désespérée à la recherche d'un travail à une femme qui avait trouvé non seulement l'amour, mais aussi un foyer parmi des gens qui appréciaient autant son courage que ses compétences. Certaines pistes menaient à des destinations attendues. D'autres menaient à des endroits au-delà de l'imagination où le cœur pouvait enfin se reposer et l'âme enfin guérir. Si vous êtes touché par les amours interdites et les légendes émouvantes du Far West, abonnez-vous à Wild West Love Legends. Et si vous regardez la télévision, prenez votre téléphone et recherchez Wild West Love Legends. Le voyage ne s'arrête pas là. L'amour trouve toujours une autre piste.